Je suis investisseur en venture capital, je suis responsable de A à Z sur un deal, des fonctions de sourcing jusqu'au suivi des participations au board. Qu'est-ce qui différencie Blast des autres clubs ou fonds ? On ne peut pas parler de Blast sans parler un petit peu d'Anthony Bourbon. Il est rapide, il est exigeant, il est extrêmement drivé. En moyenne, combien vous recevez de dossiers par semaine ? Tire un peu plus de... Salut Romain. Salut Eli. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast donc chez Awake Partners où on reçoit des gens de l'écosystème startup, que ce soit des investisseurs, des start-upers, des consultants. Et tu es le premier investisseur qui vient nous parler. Donc, je suis vraiment trop content. En plus, on s'entend bien, donc c'est trop cool. Donc, bienvenue. Et ma première question, comme à mon habitude, je te laisse te présenter et nous en dire un peu plus sur toi. Déjà, merci beaucoup de me recevoir, Eli. C'est un plaisir d'être ici avec toi. Pour la présentation, Romain, 24 ans. Je suis investisseur en VC chez Blast. J'ai grandi à Marseille où j'ai... vécu pendant 18 ans. Ensuite, j'ai fait mes études à l'école polytechnique et à Dauphine. Donc à Dauphine sur une licence sciences des organisations et à l'école polytechnique sur un master data, economics et finance. Et ensuite, ça fait à peu près 2 ans et demi que je fais du VC. J'ai commencé par un stage chez Elevation Capital, qui est plutôt un fonds gros qui investit sur des startups qui ont déjà atteint la rentabilité. Puis, je suis passé de l'autre côté du miroir, côté banque d'affaires, donc comme Awake. Chez Chausson Partners qui accompagne les startups dans la stratégie de fusion-acquisition et de levée de fonds. Puis un stage chez Serena. Serena, je pense que tout le monde connaît, qui est un fonds de VC pure player, early stage, qui investit du pré-seed à la série B sur les startups tech. Ok, trop bien. Ma première question, c'est justement par rapport à ce parcours scolaire. Est-ce que dès le début, tu avais cette vision d'aller en VC ou c'est quelque chose qui t'est venu un peu au fur et à mesure de tes expériences ? Ouais, écoute, en fait, mon intérêt pour le VC, je pense que c'est la contrée entre mon appétence analytique et je pense mon intérêt pour l'entrepreneuriat. Donc, j'ai d'abord fait un stage chez Audacia. C'est un fonds de private equity. Donc, je me suis dit à ce moment-là, l'investissement m'intéresse. J'ai monté aussi une startup qui s'appelle Porte Maillot, qui est une marque de maillot de bain pour hommes. Et à ce moment-là, je me suis dit, l'entrepreneuriat, j'avais toujours été baigné dedans aussi vis-à-vis du métier de mes parents. Et donc, à la contrée entre ces deux mondes, tu avais naturellement le VC. C'est à ce moment-là que pour mon premier stage en VC, j'avais choisi Elevation Capital et c'était une super expérience qui m'a conforté un petit peu dans ce choix. Et cette expérience justement d'entrepreneur, donc tu me disais juste avant l'interview que c'est pendant tes études avec le parcours étudiant-entrepreneur, il me semble. Donc Porte Maillot, ça consistait en quoi ? Porte Maillot, c'est une marque de maillots de bain pour hommes, des maillots de bain qui sont fabriqués à partir de matières recyclées et fabriqués en France. C'est une marque qu'on a depuis 4 ans, donc que j'ai montée avec 3 amis de l'Université Paris-Dauphine, créée en 2020. On a vendu pendant 4 ans B2C en B2B. On avait plutôt des bons vendeurs en B2B. On vendait par exemple à des groupes hôteliers comme les Domaines de Fontenil, Experimental Group aussi, un établissement de Paris Society. Et c'est une marque avec laquelle j'ai beaucoup appris. Construire une marque notamment, gérer une production, vendre, comprendre les marges. Et c'est aujourd'hui, cette expérience entrepreneuriale, quelque chose qui me sert beaucoup en VC. J'imagine. Et cette startup existe toujours ? En fait, on est plutôt dans une phase d'exit. Là, donc c'est plutôt un side business pour moi aujourd'hui, parce que ça me prend quand même plus trop de bande passante, en tout cas pour m'occuper de porte-maillot. Mais on continue à vendre en tout cas à des établissements. Donc on en est content. Mais bon, là, c'est plutôt un moment où on essaye d'exit. Trop bien. Félicitations pour ce projet, parce que c'est d'en arriver là, c'est quand même hyper cool. J'imagine que des projets, t'en vois passer beaucoup, et ceux qui arrivent à ce moment d'exit, il y en a pas énormément sur le marché. Exactement. Donc félicitations. Et ce que tu disais, c'est que effectivement, ça t'a pas mal apporté et ça te sert encore aujourd'hui dans ton travail de VC. J'imagine que c'est de par la compréhension de comment Ouais, c'est plutôt, on va dire, c'est quand même on est plutôt sur une petite échelle par rapport aux startups que je vais rencontrer, par exemple chez Blast. Mais c'est plutôt dans la compréhension des entrepreneurs de ce qu'ils vont pouvoir vivre en termes de victoires, les petites défaites, les petites victoires, les doutes, les échecs, comment on rebondit. Et comme je te disais, tu vois vraiment toute la chaîne de valeur que peut voir un entrepreneur dès le début de son aventure. Dans le cas d'une marque B2C et B2B, comprendre ses marges, gérer une production, vendre, aller cibler la bonne clientèle, aller parler à des producteurs, aller parler à des potentiels clients et les convaincre. Et c'est quelque chose que
j'essaye de voir aussi chez les entrepreneurs. Ok, c'est vraiment bien, j'adore ce genre de profil. Donc ouais, entre l'entrepreneuriat et plus le côté financier, j'imagine que c'est vraiment un gros atout en tant qu'investisseur. Et c'est ce que parfois je peux reprocher à certains investisseurs ou des gens que je croise dans des discussions, voilà, qui vont parfois donner un avis sur une startup, mais sans forcément avoir, en fait, aller de l'autre côté de la barrière, on va dire. Et en fait, cette sensibilité, c'est vrai qu'on la ressent dans nos échanges quand tu rencontres certaines de nos startups. Et donc ça, c'est vraiment cool. Donc, ok. J'ai vu aussi, je me suis un petit peu renseigné sur toi, que tu avais fait du football et en plus, tu viens de Marseille. Avec mon associé, on s'est rencontrés sur les terrains de foot quand on était petits. Quelle est la place du football dans ta vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des similitudes entre l'entrepreneur que tu as été, le VC que tu es aujourd'hui et le joueur de foot que tu as pu être ou que tu es encore? Ouais, bien sûr. Le foot, c'est vraiment toute ma vie. Moi, depuis mon enfance, je fais du foot. J'ai commencé à 4 ans, défenseur central de métier. Et ensuite, je suis monté un petit peu au milieu dans mes études, notamment dans mes équipes de foot universitaires à Dauphine et à Polytechnique. Si tu veux, je pense que dans le sport, et notamment dans le foot, tu as des valeurs et des compétences que tu as sur le terrain que tu peux retrouver aussi dans ton métier. Tu vois, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Moi, en termes de qualité sur un terrain de football, par exemple, je vais être beaucoup plus dans la précision. Je suis pas le joueur qui va marquer 15 buts par saison, mais voilà, je vais être dans la précision, dans les contrôles, dans les passes, faire jouer aussi mon équipe, être assez dur dans les duels. Et dans mon métier chez Blast, c'est quelque chose que je retrouve. Je travaille avec conviction. J'aime beaucoup travailler en équipe. Et lorsque je rends un travail, par exemple, ça soit une hausse d'investissement, une modélisation de BP, j'essaie d'être le plus précis possible et le plus structuré possible. Trop bien, trop bien. Bon, faut qu'on te fasse un match de foot. J'étais blessé là. Je me suis fait le ménisque justement sur un five parce que maintenant je peux plus que faire des fives. En septembre, j'ai été opéré, mais en septembre prochain, je pense que je serai opérationnel. Donc, avec plaisir. On te souhaite bon rétablissement. Merci. Pour revenir sur ton actualité et ta carrière actuelle, donc aujourd'hui, tu es chez Blast, que tout le monde connaît dans l'écosystème. De plus en plus. C'est une bonne chose d'ailleurs. Ouais. Et ma question, c'est quel est ton métier en une phrase très simple? Ton métier à toi, pas le métier de Blast, mais ton métier à toi. Ouais. Je suis investisseur en venture capital, donc c'est-à-dire que je suis responsable de A à Z sur un deal, des fonctions de sourcing jusqu'au suivi des participations en board, en passant donc par l'analyse des dossiers et le pitch du deal en comité d'investissement. C'est bien d'avoir cette vision globale du deal, effectivement. Et donc il y a pas mal de jargon dans l'écosystème VC, notamment sur les titres de job. Ouais. Aujourd'hui, t'es plus analyste. Quel est le titre du job et quels ont été les petits échelons que tu as pu accomplir? C'est assez particulier chez Blast. On a une structure, on est tous un petit peu sur le même stade à la fonction de investment manager. D'accord. Et on a une personne qui nous chapeaute au stade de head of investment manager. Okay. Mais sinon, dans un fonds classique, effectivement, tu as plusieurs grades. Tu as le premier grade qui est le grade analyste. D'accord. Donc là, tu es plus sur des fonctions de support où tu vas assister l'équipe d'investissement, notamment dans les fonctions de sourcing, mais aussi d'analyse où tu vas faire beaucoup d'études de marché. Tu vas aussi rendre des documents qui vont servir pour ton fonds d'investissement, notamment pour construire la thèse, etc. Ensuite, tu as le poste d'associate. Donc là, tu vas être de plus en plus intégré dans la vie du fonds. Tu vas commencer à ramener de plus en plus de deals, à rédiger toi-même des notes d'investissement, à pitcher les dossiers en comité. Ensuite, tu as des postes un petit peu plus décisionnaires, en tout cas gestionnaires de principal ou de directeur d'investissement, où là, tu vas vraiment gérer un deal de A à Z et c'est toi qui vas un petit peu chapeauter ton équipe d'investissement, notamment tes assos, pour repérer justement les angles morts et les enjeux et les risques inhérents à chaque deal. Et enfin, tu vas avoir la fonction de partner. Donc ça, c'est le plus haut grade en fonds d'investissement. Le partner, il va être beaucoup plus sur des fonctions de décision. C'est celui aussi qui va ramener les LPs, donc qui vont te permettre de lever des fonds. Mais voilà un petit peu pour les différents grades. Trop bien, trop bien. Donc c'est bien, tu gravis les échelons petit à petit, c'est super. Et toi qui as fait un master donc data et finance, j'imagine que tu es à cheval sur certains KPI. Aujourd'hui, pour te monitorer toi-même, ou peut-être qu'au sein de Blast, on fait ça, quels sont les KPI que tu vas suivre pour savoir et te dire, OK, bon, j'ai fait une bonne semaine, j'ai fait un bon mois, j'ai fait une bonne année? Ouais, écoute, je pense que tu as des KPIs à court terme, mais aussi à long terme. À court terme, d'abord, je pense que tu as la qualité du deal flow que tu vas ramener, la qualité aussi de l'analyse que tu vas faire sur chaque dossier, mais aussi ta capacité à vendre l'opportunité en comité d'investissement.
Sur le long terme, ça va plutôt être la performance des boîtes, donc la performance de l'investissement que tu as ramené. Et plus généralement aussi, je dirais avoir un bon personal branding, inspirer confiance dans l'écosystème. Et voilà, je pense que c'est les KPIs les plus importants en tout cas. Ok, hyper intéressant. Et est-ce que tu as un petit secret pour sourcer ton deal flow? En fait, tu as plein de moyens de sourcer du deal flow en VC. Chacun a ses petites méthodes. Nous, chez Blast, ce qu'on essaye de faire, c'est de couvrir le plus ces méthodes pour avoir un taux de coverage. Le taux de coverage, c'est le pourcentage de deals qui sont inscrits dans ton CRM que tu vois passer, qui sont annoncés dans la presse. Okay. Nous, on a un taux de coverage qui est assez spectaculaire chez Blast, donc c'est assez cool. Pour toutes les différentes méthodes, d'abord, tu as les relations avec les levers, donc comme à Wake Partners. Là, c'est de l'inbound, on va t'envoyer des dossiers. Toi, tu vas analyser le dossier en interne et ensuite, tu vas le pitcher. Le dossier va suivre son cours. Tu as aussi, dans le même style, la relation que tu peux avoir avec d'autres fonds d'investissement où tu vas naturellement envoyer du deal flow chaque semaine à tes collègues qui sont dans les autres fonds d'investissement. Un réseau que tu t'es construit au fur et à mesure de tes années. C'est pour ça que plus tu fais d'années en VC, plus tu as un réseau important, plus tu as d'opportunités. Ensuite, tu as aussi la relation avec des levers non dilutifs. Donc ça, c'est tout ce qui est relation. Ensuite, tu vas avoir un gros palier qui va être aller screener des signaux faibles sur le marché. Donc les signaux faibles, ça peut par exemple être sur LinkedIn un fondeur qui va être en stealth startup. Stealth startup, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quitté son job et qui est prêt à lancer une startup. Et en gros, tous ces signaux faibles, on est capable aujourd'hui de les scraper avec des logiciels, comme par exemple Harmonic, qui en fonction de ta desk d'investissement et de filtres que tu vas appliquer sur le logiciel, tu vas pouvoir scraper toute la data de Crunchbase, PitchBook, LinkedIn, et aller chercher les divers boîtes qui vont être susceptibles de lever sur ta thèse d'investissement dans le prochain mois, dans les 2 prochains mois, 3 prochains mois. Enfin, tu as aussi toutes les méthodes annexes qui sont par exemple, les méthodes top-down où tu vas aller analyser un secteur et regarder l'angle stratégique qui serait nécessaire de prendre pour investir sur ce secteur et les boîtes qui correspondent à ces caractéristiques-là. Ok, hyper complet, merci beaucoup. Il y a beaucoup de valeur dans ce que tu dis. Il y a peut-être encore un axe, je ne sais pas si tu le pratiques, nous on le fait beaucoup, c'est d'aller justement à des événements physiques, des salons, il y a bientôt Vivatech d'ailleurs. Oui, bien sûr. Tu y vas, toi, t'aimes bien ce genre d'événement? Oui, bien sûr, c'est hyper important d'être visible à ces événements. Si tu peux par exemple parler de ton fonds et donner encore plus de visibilité, tu peux aussi rencontrer des fondateurs, tu peux rencontrer des collègues qui bossent dans d'autres fonds ou des leveurs et donc forcément avoir plus d'opportunités. Donc bien sûr, là par exemple, on va faire un deal chez Blast avec un investisseur, avec un entrepreneur que j'ai rencontré à Hello Tomorrow. Ah, trop bien, j'ai été aussi à Hello Tomorrow. Donc voilà, bien sûr, c'est nécessaire d'aller à ces événements, surtout quand on est junior en VC. Trop bien, trop bien. Dernière question un peu sur ton parcours personnel. On aime bien connaître un petit peu les mentors ou les icônes qui ont pu t'inspirer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête? Ouais, bien sûr. En fait, je pense que dans ma jeune carrière, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appris beaucoup de choses et qui m'ont tendu la main à un certain moment. Peut-être un d'entre eux, c'est Paul Moriot, qui est désormais partenaire chez Serena, qui a, lui, gravi les échelons chez Serena puisqu'il est arrivé en tant que stagiaire. Désormais, il est partenaire, c'est un 98. Donc, c'est fou. J'ai un grand respect pour ce monsieur. Grand respect. Et Paul, si tu veux, il m'a appris la rigueur à avoir dans mes analyses, poser les bonnes questions, aller toujours chercher l'enjeu derrière le chiffre. C'est une personne aussi qui m'a fait confiance tout de suite, qui m'a donné beaucoup d'autonomie, qui m'a fait comprendre la valeur que je pouvais apporter à un fonds, même en étant jeune, chez Serena. Et enfin, c'est aussi quelqu'un qui m'a aidé à trouver mon CDI chez Blast, puisque c'est lui qui m'avait fait l'introduction, notamment Anthony, pour mon CDI. Trop bien. Bon, écoute, on lui passe le bonjour s'il nous écoute. Exactement. C'est une bonne transition pour parler de Blast. Pour ceux qui ne connaissent pas Blast, qu'est-ce que c'est Blast? Bien sûr. Blast, c'est un club d'investissement dans les startups tech qui permet à des investisseurs particuliers d'investir dans les meilleures opportunités startups de l'écosystème VC français, européen et US. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie Blast des autres clubs ou fonds? Ouais, bien sûr. Blast, premièrement, je dirais que c'est notre base de membres. Aujourd'hui, on a 10 000 membres actifs du Blast Club. Ces 10 000 membres, ils ont été sélectionnés sur le volet pour être hyper stratégiques pour les startups dans lesquelles on va investir. C'est-à-dire que la startup soit en B2C ou en B2B dans n'importe quel secteur de la tech, dans n'importe quelle zone géographique. Ce sont des personnes qui vont pouvoir signer directement des contrats ou alors via leur réseau et avoir un effet direct sur la top line.
Ok. Ensuite, tu as l'effet volume. C'est-à-dire que chez Blast, par an, on va avoir 5000 dossiers à peu près. Si tu veux, depuis le début de Blast, ça fait 2 ans que ça existe. On a investi dans un peu plus de 50 startups. Ok. À la fin du S1, là, ça va faire 50 startups. Wow. Investi 120 millions d'euros. Donc, c'est Ok, des c'est montants énorme. énormes en early stage. Ouais. On souhaite continuer sur cette track. L'objectif, c'est 100 millions investis par an. Par exemple, au S1, on va être on track sur cet objectif avec 50 millions d'euros investis. Incroyable. Donc, tu as cet aspect volume. Et ensuite, tu as l'aspect, c'est-à-dire qu'on n'est pas un fonds de VC classique, mais on travaille avec la même exigence et la même, je dirais, agilité. Ouais. C'est-à-dire que dans notre due diligence, on va faire une due diligence à la fois technique, financière, juridique et stratégique qui va être très approfondie Ok. et qui va être surtout internalisée. On va tout faire nous-mêmes avec nos équipes d'invest. Ok. Et dans l'agilité, c'est-à-dire qu'entre le premier rendez-vous, le premier moment où je vais rencontrer le founder et le moment où je vais signer une LOI avec lui, ça va être un process qui va durer 2 semaines. Entre le premier rendez-vous et le moment où je vais pouvoir lui libérer les fonds, ça va être un process qui va durer 2 mois. Donc, Ce qui est quand même court. ce qui est hyper court en VC. Ok, donc il y a quand même cette flexibilité qui est hyper intéressante pour les start-upers Exactement. aussi. Tu disais que des particuliers peuvent investir. Ouais. Donc demain, n'importe qui peut candidater. Comment ça se passe? Pas tout à fait. Alors, n'importe qui peut candidater. Mhm. Ensuite, il y a une vraie sélection chez nous. C'est-à-dire qu'on choisit les membres en fonction de leur expérience, de la compréhension qu'ils ont aussi des startups et de l'investissement, mais aussi de leur engagement. Ce qu'on Ok. veut, c'est vraiment avoir une communauté d'investisseurs qui soit engagée dans le club et pas juste, en fait, être une plateforme ouverte à tous. Ouais, je comprends, oui, parce que si les gens ne participent pas, ça perd de Exactement. sa valeur. Ok, c'est hyper intéressant et je vous souhaite qu'il y ait de plus en plus de Ouais. gens qui candidatent. Toujours concernant Blast, si tu devais m'expliquer votre thèse d'investissement, donc dans quel deal vous voulez investir Ouais. justement. Écoute, on investit des tickets de 1 à 5 millions, de la phase de seed à la phase de série B, dans des startups qui sont généralistes. Donc, Ouais. c'est-à-dire qu'on investit dans tous les domaines de la tech, Mhm. de la deep tech jusqu'aux sujets plus classiques, que ce soit des SaaS B2B ou des sujets plus Ok. consumer. Ensuite, ce qu'on aime bien voir, c'est quand même un peu de traction. Même sur des deep tech, on attend quand même des preuves de traction comme par exemple des LOI signés ou Ouais. des MOI signés. C'est voilà, des raisons parfois que je te donne. Ouais, c'est toujours, c'est vrai que pour une startup, c'est toujours Ouais. un peu frustrant. Ouais, ok, on m'a dit j'attends de l'attraction, Ouais, c'est mais j'ai toujours besoin frustrant. d'argent. C'est toujours un peu l'histoire de l'œuf et la Oui. poule. Mais justement, je pense que c'est comme ça que tu vas pouvoir repérer le bon deal. En fait, il y a des choses il y a de l'attraction qui est possible, enfin, qu'il est possible d'avoir sans lever des fonds. Et c'est justement ces personnes-là, enfin, moi, maintenant, j'arrive à les repérer. Et Bien c'est là sûr. où il y a la différence qui Ouais, qui tu as est des faite. startups qui, en levant pas beaucoup de fonds, en très Ouais. peu de temps arrivent à démontrer d'une traction exceptionnelle. Et c'est souvent parce qu'il y a la bonne alliance entre le marché, le produit et les founders. Ouais. Et voilà. Et vous investissez uniquement en France ou partout en Europe? Ouais, bien vu, bonne question. On a investi en France, en Europe et aux US. Ok, trop bien. Voilà, mais majoritairement en France. Et les équipes de Blast sont uniquement en France? Oui, exactement. Ok, super. Autre question toujours pour comprendre un petit peu le processus Ouais. de sélection des startups, parce que en tant que leveur de fonds, c'est ça qui va quand même nous intéresser. Quand moi je t'envoie un dossier, comme c'est assez régulièrement, on va dire, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu vas regarder en Ouais. premier? Bah d'abord, en fait, je vais regarder si le dossier correspond à ma thèse d'investissement. Donc, c'est-à-dire au montant levé, à la traction historique, à la profondeur du marché, au profil des fondateurs, à l'avantage concurrentiel, par exemple, Ouais. sur le produit. Si ça rentre dans ma thèse d'investissement, je vais demander à rencontrer le fondateur sur un premier call d'introduction. Mhm. Ce premier call d'introduction, je vais plutôt regarder le fit avec le fondeur. D'accord. C'est-à-dire la manière dont il parle de sa boîte, sa vision à la fois stratégique, financière, produit, marché pour sa boîte, Ok. ses donc- stratégies d'exit. Et donc Vas-y. là, c'est vraiment en fait c'est vraiment le fondateur qui va t'intéresser. C'est le fondateur plus sur ce premier entretien, ça va être vraiment de regarder donc tous les risques et les enjeux que j'avais identifiés pour cet Ok. investissement, de regarder si le fondeur sait y répondre et moi en fait me faire une conviction sur le dossier. Alors, pas Ok. vraiment une vraie conviction à ce moment-là puisqu'on est vraiment au début, mais on va dire cocher tous les prérequis. Ok. Et si ça coche tous les prérequis, par exemple chez Blast, je vais avoir un premier comité d'investissement où je vais pitcher l'opportunité à mon équipe d'invest. Et ensuite, si la réponse est go, on lance une due diligence chez nous. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 rendez-vous d'1 heure, 1h30, un premier sur la strat, un deuxième sur les finances. Et à la suite de ces 2 rendez-vous, on va vraiment se construire une conviction sur le deal. On va passer sur un deuxième comité d'investissement qui va dire go pour un invest, où on va signer une LOI.
avec le fondateur sur un montant minimum à lever et un montant maximum à lever sur la plateforme. Parce que vu qu'on est un club deal, on ne sait pas forcément à l'avance combien on va pouvoir investir sur un dossier. Ok, hyper intéressant. Et merci beaucoup. Et toujours sur cette partie sélection et comment tu appréhendes chaque deal, combien de temps tu passes sur un pitch deck quand tu le reçois? Alors, ça ne va pas forcément te plaire, mais très peu de temps. J'imagine. Très peu de temps. Pour moi, sur un pitch deck, en moins de 2 minutes, tu dois avoir compris ce que fait la boîte, avoir vu les angles morts, avoir vérifié si, en fait, le dossier rentre dans ta thèse d'investissement et s'il coche, en fait, les prérequis pour que tu puisses prendre un premier call avec le fondeur. Je suis totalement d'accord Je avec dis toi. 2 minutes, mais je peux être plus dur. Ouais. Et c'est parfois terrible parce que moi-même, j'ai bossé en banque d'affaires et je sais le temps qu'on prend et qu'on met à construire des pitch decks et c'est terrible de voir parfois le temps que prennent les investisseurs à regarder ces pitch decks. Bien sûr, après, les pitch decks, c'est toujours le document sur lequel on se référence dans l'analyse, donc bien sûr, il sert après. Mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est ce que je dis à mes clients. Le pitch deck, c'est aussi la première impression. Ouais, complètement. Quand on se rend compte, la première impression, c'est en 5 secondes. Donc, le pitch deck, c'est pareil. Je ne change pas cette habitude. 2 minutes, c'est très bien. Et donc, on va continuer à travailler les bien sûr, decks. Mais quand tu vois un pitch deck qui est très bien structuré, qui est très bien présenté. C'est un signal fort. Bien sûr. Tu passes 2 minutes par analyse de deck, ce qui est peu, mais peut-être aussi suffisant. J'imagine aussi que c'est motivé par le fait que tu reçois beaucoup de dossiers. Chez Blast, en moyenne, combien vous recevez de dossiers par semaine? Dire un peu plus de 100 dossiers par semaine. Ok, trop bien. Voilà. Ouais, donc ça permet quand même d'avoir un spectre qui est assez large. Complètement. Ce que j'aime bien aussi avec toi, et même avec d'autres personnes chez Blast, c'est qu'il y a l'envie de recevoir toujours du deal flow, du nouveau deal flow. Ouais. On n'est pas dans cette approche de dire, ouais, non, bon, si c'est... non, envoyez-moi. Enfin, c'est ce qu'on fait avec toi, c'est envoie-moi parce qu'on est curieux de connaître comment est le marché. Et puis, comme on est généraliste, comme vous êtes généraliste, ben, il y a toujours des bonnes opportunités. Donc ça, c'est quand même hyper cool. Donc j'en profite pour te remercier également. Toujours pour Blast, vous investissez dans une 50aine de deals. Ouais. Ok, il y a cet aspect thèse d'investissement. Mais au-delà de juste la thèse d'investissement, quels sont les signaux ou les choses que vous allez essayer de trouver dans un projet ou chez un fondateur pour vous dire, ok, on y va? D'abord, ce qu'on recherche, je pense, en tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours appris, c'est quand même une team exceptionnelle. Okay. Une team qui allie à la fois expérience et complémentarité. D'accord. Et qui est aussi une supervision à la fois du marché, une supervision financière, stratégique et aussi technologique de son produit. Ok. À côté de ça, on regarde bien sûr le marché, c'est-à-dire qu'on souhaite un marché profond, qui ait peu de barrières à l'entrée, qui ait une concurrence qui ne soit pas trop forte. D'accord. Et finalement aussi, sur le produit, un produit qui ait un avantage concurrentiel, soit en termes de coût, soit en termes de techno ou en termes de temps qui va faire gagner aux clients. Ok. Et est-ce que, toujours sur le même sujet, est-ce qu'il y a des red flags ou des choses où dès que tu les vois, tu te dis « Ah non, c'est mort ». Alors, red flag, je dirais... premièrement, une équipe jeune et désalignée, un marché peu profond, une equity story qui est déséquilibrée. Ça, c'est un sujet. L'equity story, je vois passer beaucoup de deals et tu dois en voir passer énormément aussi, où en fait, il n'y a pas de... Enfin, c'est compliqué, quoi. Les précédentes levées ont mal été gérées sur des valorisations. Parfois, je vois des gens qui rentrent avec au même moment avec des valorisations différentes. Il y a des trucs... et des fois, tu te dis, mais comment c'est possible? Et donc, ça, j'imagine, pour vous, c'est un signal rouge, quoi. Ça peut être un signal rouge, mais ça peut être aussi un signal de marché un peu en déclin. C'est-à-dire que dans le passé, il y a eu des levées avec des valorisations délirantes. Ouais. S'il y a un down round un down round, c'est lorsqu'une valorisation est inférieure. Je ne sais pas si tout le monde a le terme, mais c'est une valorisation qui est inférieure sur un prochain tour de financement. Ça peut être aussi un signe de bonne gestion du fondeur qui a conscience que le marché était un petit peu en déclin et qui est pas non plus piqué sur sa valo sur le prochain tour, qui veut faire avancer sa boîte. Après, effectivement, tu as des equity stories déséquilibrées. Là, c'est le moment où on va dire qu'une startup, par exemple software, qui n'a pas besoin de lourd capex, va faire une grosse levée à une énorme valorisation alors qu'elle ne génère pas une énorme traction au début de son histoire. Et à ce moment-là, tu as un peu eu un désalignement des intérêts entre toi quand tu rentres au début à une grosse valorisation Bien sûr. et l'upside que tu peux faire après.
Ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'expliquer de manière pédagogique à nos clients. C'est pas toujours facile, mais voilà, on a un témoignage, donc on va pouvoir s'appuyer dessus. Ça, c'est cool. Quand je parle avec des startups, j'ai souvent cette impression que la levée de fonds, c'est un peu comme un aboutissement pour eux. Ouais. Et donc, par la force des choses, les discussions avec les VC et quand la levée de fonds est closée, OK. Et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que vous, avec Blast, vous accompagnez? Qu'est-ce qui fait que quand Blast investit, mais c'est aussi un tremplin pour la startup? Oui, bien sûr. La levée, c'est vraiment le début de l'aventure. Hein. Ouais. Ensuite, on va accompagner la startup, notamment en board. On va effectuer les reportings trimestriels aussi pour nos membres investisseurs. Le but, c'est d'accompagner la startup stratégiquement dans ses doutes, dans ses défaites aussi pour trouver des solutions, dans ses victoires aussi pour les célébrer. Et au-delà de ça, donc à la fin de l'investissement, ça va être pour nous l'opportunité de lui trouver aussi des opportunités d'exit, de lui faciliter cet exit-là. Et c'est un élément qui est très important aussi. Ouais. Et ce qu'on attend d'un investisseur, je pense aussi. Et ça, c'est facilité, évidemment, j'imagine, par tout ce réseau que vous avez, du coup. Bien évidemment. Tous ces gens-là font rayonner l'opportunité. Exactement. OK. On ne peut pas parler de Blast sans parler un petit peu d'Anthony Bourbon, donc, qui est une grosse figure de l'écosystème français que j'adore personnellement. C'est quoi de travailler avec Anthony aujourd'hui? Comment il est au quotidien? Quelles sont tes interactions avec lui? Anthony, il est rapide, il est exigeant, il est extrêmement drivé, il a conscience en fait de la valeur de Blast, ce que peut apporter Blast à l'écosystème. Au contraire des médias, je trouve qu'il est un tout petit peu plus posé, je vais dire, un peu plus dans la stratégie. Et en fait, il fait énormément confiance à ses équipes, il donne beaucoup d'autonomie. Et c'est extrêmement plaisant de travailler avec lui. Ouais, ça, j'imagine que quand on sent que le management nous fait confiance, c'est sûr que ça facilite. Exactement. Et puis même, je sens dans nos discussions, etc., que vous êtes quand même assez libre et tout, quoi, de prendre des décisions. Ça, c'est quand même... Bien sûr, j'ai une liberté, une autonomie chez Blast que je n'aurais jamais eu dans d'autres fonds. Ouais. C'est-à-dire que même en termes du scope de mon métier, le fait que je puisse suivre des participations au board en ayant derrière moi 2 ans et demi de VC et la plupart de ces années en stage, c'est une preuve de confiance qui est énorme. En fait. C'est clair. Et j'imagine que ça va aussi beaucoup t'apprendre et permettre de progresser. En fait, j'apprends énormément sur le tas et moi, ça me plaît et je monte vite en compétences. Et dans ce job, c'est quoi ton grand kiff? Qu'est-ce qui te fait vibrer tous les jours? C'est les meilleurs métiers. Enfin, j'adore dire que c'est le meilleur métier du monde parce qu'en fait, on apprend sur tous les sujets. Tous les jours, tu rencontres des entrepreneurs plus inspirants les uns des autres, sur des secteurs différents, sur des technologies disruptives. Et on a la chance, en fait, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la tech, notamment en IA, d'être au cœur de tous ces éléments disruptifs et de ces développements de marché. Au-delà de ça, ce qui est génial, c'est qu'aussi, c'est un métier où tu bouges souvent, tu es toujours au contact des entrepreneurs, au contact des leveurs, au contact des autres VC. Et du coup, et dernièrement, je dirais que c'est un métier aussi de conviction. Okay. Donc, tu dois toujours prendre c'est pas facile, parce que toute la journée, tu passes ta vie à prendre des décisions. Parfois, tu prends des décisions rapides sur des aventures qui viennent de se créer, sur des founders qui... Là, on met beaucoup d'énergie et donc c'est compliqué, mais c'est plaisant d'évaluer les risques et de prendre des décisions. Même quand on est jeune, en fait, on a quand même un pouvoir de décision qui est assez énorme en VC. Et justement, est-ce que des fois, tu t'es retrouvé dans une situation où tu as eu un gros fit avec le founder? Malheureusement, pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas y aller. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu un petit sentiment de culpabilité? Vis-à-vis du founder? Ouais. Ça dépend. Pour l'instant, non. Parce que je détermine que si je donne tout pour que le deal se fasse en interne, c'est-à-dire que j'ai bien pitché le dossier, que j'ai tout donné, j'ai proposé un nombre inimaginable de négociations, que j'étais là de A à Z, je ne vais pas forcément m'en vouloir parce que je me suis dit, j'aurais tout donné. Je n'ai pas réussi à convaincre mon comité d'investissement, mais c'est pas grave. Je veux dire, j'ai tout donné. Donc, il y a forcément ce petit sentiment de j'aime bien la boîte, et j'arrive pas à le faire, c'est dommage. Mais si tu donnes tout, tu peux pas avoir ce sentiment de culpabilité. Et ils sont durs à convaincre, les hyper gens? Durs. On est hyper exigeant, c'est-à-dire que, comme je te dis, on voit 5000 dossiers par an. Moi, par exemple, à titre personnel, je vais rencontrer 10 boîtes par semaine. Donc, sur les 100 que je vais voir, je vais rencontrer 10, par exemple. Sur les 10, je vais en sélectionner une à pitcher en comité d'investissement. Et
une fois sur deux, on va passer en due diligence. Et après, une fois sur deux, on va investir. Donc à la fin, ça, tu vois, t'as un funnel qui est compliqué. J'imagine. Mais ça doit être trop cool, justement, de un petit peu s'approprier les projets pour aller les pitcher peut-être à ta manière. Bien Et sûr. j'imagine que dans ton équipe, il y en a qui pitchent différemment tel et tel Ah ouais, sujet. bien sûr. C'est hyper marrant de voir les différents pitchs. On a chacun nos petites manières de pitcher. Dans mon équipe, j'ai Alexis qui a une vision plus ingénieure, qui va un peu plus en détail sur la tech. C'est plaisant de voir les différents pitchs. Mais voilà, moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Il y a de la compétition un petit peu entre vous quand vous pitchez face aux équipes? Non, parce qu'on pense quand même à Blast, on pense au meilleur investissement pour Blast. Après, oui, t'as envie, si tu ramènes un deal, t'as envie qu'il aille au bout. Donc forcément, mais on travaille bien ensemble, on va dire. J'imagine ça doit être hyper sympa. Et donc, je te posais la question sur la culpabilité, entre guillemets, face aux start-upers. Et on en parlait avant l'interview. Donc, quelle est ta gestion ton attitude face à cette gestion du risque, puisque quand même, c'est des grosses sommes qui sont annoncées. Il y a l'argent de quand même pas mal de personnes qui est en jeu. Comment au quotidien tu gères cette pression? Est-ce qu'elle existe? Je dirais que comme dans un fonds de VC classique, tu engages quand même quand tu travailles dans un fonds de VC, tu engages quand même les fonds de ton fonds. Donc toi qui prends le risque pour ta structure d'investissement. Chez Blast, c'est la même chose. Effectivement, la seule différence, c'est qu'ici, les LP, ce sont des investisseurs particuliers comme toi et moi qui vont investir parfois leurs économies. Donc voilà, tu as ce risque-là de faire perdre de l'argent si jamais l'investissement ne marche pas à des personnes et non pas à des institutionnels, par exemple. Ok. Mais c'est pas quelque chose qui te freine au quotidien, quoi. C'est plus un moteur, peut-être même. Ouais, c'est plus un moteur. Je dirais que c'est plus un moteur. Très bien. Pour cette partie sur Blast, merci pour tous ces détails. Franchement, c'est hyper intéressant. Je pense que les gens vont beaucoup apprendre. Je voulais te questionner aussi un petit peu sur ta vision et ton feeling, on va dire, par rapport au monde startup d'aujourd'hui, notamment sur la dynamique de marché qu'on a, sans rentrer évidemment dans les chiffres, hein, c'est pas le but. Mais moi qui suis confronté à des levées de fonds de manière quotidienne et surtout donc de l'autre côté, avec beaucoup de startups qui cherchent de l'argent et qui souvent ont des difficultés à trouver cet argent-là. Comment toi tu sens les choses évoluer? J'ai l'impression que quand même du côté Blast, on sent pas ce côté négatif quand on est vraiment non, on y va, on continue. Ouais, effectivement, le marché depuis 2-3 ans est en déclin. Tu as beaucoup de fonds qui galèrent à closer. On a eu par exemple l'exemple, et en fait il y a des répercussions sur les startups qui sont indéniables. J'ai eu l'exemple sur un deal sur lequel je bossais récemment où un lead investor n'a pas réussi à closer son fonds et n'a pas réussi du coup à tenir son engagement sur le tour. Donc ça a aussi des répercussions sur le tour, donc c'est compliqué. Donc il faut travailler avec ça. Nous, de notre côté, effectivement, on a la chance d'avoir beaucoup d'argent dans un écosystème où il n'y en a plus beaucoup. Donc on est forcément dans une position de force, notamment dans les négociations. On arrive à se déployer sur pas mal de tours aujourd'hui dans l'écosystème, donc on est très content. Et après, je pense que cette crise aussi, elle est en train de remettre un petit peu les pendules à l'heure, des valorisations qui étaient délirantes, et on est sur de la construction de modèles un peu plus solides. Exactement. Et donc, c'est aussi une bonne chose d'avoir cette période de récession pour avoir une croissance un peu plus saine dans le futur. Je suis totalement d'accord avec toi, et j'en parlais avec un start-upper, avec Uri qui était là précédemment, et on parlait en fait de sélection naturelle, quoi. C'est un peu cruel de dire ça, mais les meilleurs vont survivre, et donc ça va être, comme tu le dis, beaucoup plus sain pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on avait passé des deals quand même dans les précédentes années. C'était n'importe quoi. On n'a pas eu trop l'occasion de connaître ça pour le moment, mais c'est quand même, des fois on voit des choses, mais comment ces gens-là ont pu lever de l'argent, bien quoi. Sûr. Mais bon, ça fait partie du folklore. Parfois, ça recommence un peu avec l'intelligence artificielle. On voit des valos délirantes où tu as juste une team, tu n'as même pas encore de produit. Et voilà. Mais voilà. Donc, et ça continuera toujours, notamment sur des secteurs shiny comme l'IA. Mais le but, c'est quand même d'aller vers une croissance un peu plus saine. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et un deuxième point qui m'intéresse sur l'aspect un petit peu international. Donc, vous, avec Blast, vous regardez en Europe, aux US. Quelles sont les grandes différences ou les choses où tu te dis ah ouais, c'est quand même pas mal les deals en Allemagne ou pas mal les deals au UK, j'en sais rien? Les différences, tu as les différences de taille de marché et après tu as les différences surtout de team.
dire que le mindset allemand n'est pas du tout le même que le mindset français. C'est d'ailleurs délirant quand tu prends des calls avec des Allemands, tu vois la rigueur d'exécution, Ça, c'est clair. le débit de parole, etc. Moi, j'adore prendre des calls avec les Allemands. C'est génial. C'est ouf. Nous, on travaille beaucoup avec l'Allemagne, qui est un gros marché Ouais. de start-up et qui sont aussi en recherche de fonds. Donc, je comprends totalement. Merci beaucoup pour cette aparté sur le marché, etc. Ouais. On va passer à une séquence que j'aime particulièrement, Ouais. c'est le vrai-faux. Allez. Donc, on a préparé quelques questions. Tu peux répondre vrai ou faux, évidemment, mais surtout, si tu veux argumenter, Ok. sans toi livre. Oui. Première question. Pour travailler en VC, il faut être bon en maths. Faux. Chez Blast, tu vois passer plus de 10 projets startup par semaine. Oui. Plus de 20 projets. Oui. Plus de 50 projets. Oui. Plus de 100 projets. Ah oui, on en a parlé. C'est que là, mais parce que je répète, parce que c'est quand même fou de se dire, une centaine de projets, il faut se dire déjà qu'il y a donc, des centaines Alors, de centaines. Quand tu dis tu, donc personnellement, on va dire que j'en vois passer à peu près, sur une bonne semaine, je vais en voir passer 50. Dans Ouais. l'équipe d'Invest, on va en voir passer plus de 100. Ouais. Voilà. C'est Donc, c'est fou, quoi. voilà, oui, c'est fou. En fait, ce qui est fou aussi, c'est de se dire. C'est il y a- parce que aussi on arrive à quand tu es quand tu es généraliste Ouais. et que tu es sur la plupart des zones géographiques, les écosystèmes dynamiques de VC, en fait, tu vois passer beaucoup de deals. C'est trop bien. Ça me rend quand même optimiste sur l'avenir de l'humanité, on peut dire, parce que si tu vois autant de deals, c'est qu'il y a autant d'idées qui naissent et de choses, des gens qui créent Bien des sûr. choses. Et ça, c'est quand même hyper cool pour, Ouais, bien pour notre génération et Bien sûr. pour notre avenir. Mais attention, après on se donne, hein, on est J'imagine. vraiment à fond, J'imagine. on a un gros réseau, on se donne sur tous les fronts. Et puis vous êtes réactif, parce que le coup de la due deal en 2 semaines, etc., ça, moi, je l'ai vécu quand même avec certains dossiers sur lesquels on a pu avancer. C'est vrai que on y va. Ouais, Et donc, bien sûr. pour nous aussi, c'est challengeant et ça, c'est Ouais, cool. bien sûr. Je reprends mes petites questions. Une startup n'a aucune chance de survie si elle ne lève pas de fonds. Faux. Tu vois plein de startups bootstrap qui font des super aventures, donc Ouais. tellement faux. Blast Club, c'est encore un club fermé réservé aux anciens élèves d'HEC. Faux. On a, si tu veux, dans l'équipe des profils hyper variés. Le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur à Blast et à l'écosystème. Pas forcément l'école ou. En rejoignant Blast Club, on devient automatiquement business angel sur LinkedIn. Alors, c'est faux, mais partiellement vrai, puisque, en fait, en Ouais. étant chez Blast, tu deviens membre du Blast Club et donc tu as l'opportunité d'investir au sein des startups de Blast. Et donc, vu que c'est des super opportunités d'investissement, on devient tous BA très rapidement. Moi, tu vois, depuis le début, ça fait 8 mois que je suis chez Blast, j'ai déjà investi dans 5 startups. Trop bien. Un fondateur exceptionnel, c'est plus important qu'un bon produit. Vrai. Alors, pour moi, un fondateur, il va pouvoir itérer, modifier son produit, voilà, se réarranger, alors qu'un l'inverse n'est pas forcément. Ouais, la réciproque n'est pas vraie. Aujourd'hui, une startup, si elle n'a pas de composante IA, le deck va droit à la poubelle. C'est faux. Non, l'IA, ça doit être vu comme un outil, pas une fin en soi. Si tu veux, c'est plus la résolution du problème que va faire l'IA et pas juste un buzzword que tu mets dans un deck, Ouais. forcément. Mais je pense que bon, tout le monde est assez aligné sur ce, Ouais, je sur pense ce que vrai tout- faux. Le Web3 est complètement passé de mode. Je dirais qu'il est en stand-by. Ouais. Il est en stand-by. La deep tech, c'est comme la tech, mais en plus difficile, incompréhensible et plus long à rentabiliser. C'est un peu vrai. La deep tech, c'est plus long à rentabiliser, c'est des gros capex, c'est souvent plus difficile à comprendre. Ouais. Mais sur le long terme, c'est aussi une opportunité de faire des beaux multiples. Ouais, ce que j'adore moi avec la deep tech, c'est qu'en fait, tu as des grosses barrières à l'entrée. Donc Exactement. automatiquement, tu prends une énorme longueur d'avance. Exactement. Attention à la prochaine question. L'IA va remplacer ton métier dans 10 ans. Ah, je pense que non. Alors, je pense que les personnes qui ne sauront pas bien utiliser l'IA seront remplacées, bien évidemment. Mhm. Mais moi, je le vois pas du tout comme une menace, mais plutôt comme un outil. Je pense qu'effectivement, tu auras moins de fonctions, on va dire, le métier d'analyste, je ne sais Ouais. pas s'il existera toujours dans 10 ans. Foncièrement, je pense pas. Mhm. Mais les fonctions de décisionnaire dans l'investissement, et en fait, tu auras toujours besoin de l'humain. Oui. Vraiment, la seule compétence qui va rester, ça va être
pour moi, le sales, quoi, la manière dont tu vas parler avec les leveurs, dont tu vas parler avec les fonds, dont tu vas parler avec les entrepreneurs. Ouais. Et cet aspect-là, en fait, il ne peut pas disparaître pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et l'IA, ça doit être un outil, en fait, finalement, de tout ça. Et quand tu vois que l'humain, c'est 80% de ton métier. Voilà. C'est clair. J'ai 80, je sais pas exactement où ça se situe, mais en tout cas, c'est ici que je situe le curseur. On peut devenir millionnaire en investissant 1 000 € dans une startup. Non. Et 10 000 €? C'est très peu probable. 10 000 €, non, ça reste très peu probable. Ça reste peu probable. Ouais. On a parlé d'Anthony tout à l'heure. Mais c'est possible. Ouais. C'est possible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, bien sûr. On parlait d'Anthony justement tout à l'heure. Est-ce que toi aussi, tu ambitionnes, comme lui, de devenir multimillionnaire, milliardaire? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a poussé à aller vers ce monde-là? Plus ça comme une conséquence plutôt qu'une fin en soi. C'est-à-dire que si je participe à des projets ambitieux et qui ont un fort impact, je pense que ça viendra tout seul. Mais ça sera plus une conséquence. Très bien. Je suis assez aligné là-dessus d'ailleurs. Écoute, Romain, c'était vraiment trop cool de te recevoir. Ouais, c'était un vrai plaisir. J'ai hâte de retravailler avec toi et je pense que tu as partagé beaucoup de valeur aux gens qui nous écoutent. Donc merci beaucoup et merci à toi. À bientôt. À bientôt.